Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec l'IAPR sur le sujet de la prévention de la santé mentale des représentants du personnel. Donc, merci à l'IAPR de porter le sujet qui avait déjà été annoncé fin 2024 dans le cadre d'un cycle que Miroir Social avait organisé sur la question de la reconnaissance des parcours professionnels, des parcours militants. Et le sujet, bien entendu, avait émergé, sans surprise, sur que la reconnaissance, c'était une des clés aussi de prévention de la santé mentale des représentants du personnel, d'être bien dans ses baskets, dans son rôle de mandat. Ça mange pas de pain et c'est plutôt pas plus mal pour être en protection et pour le mener dans les meilleures conditions. Donc la reconnaissance avait été abordée. Et donc on avait bien sûr établi le fait qu'on allait porter le sujet. D'autant plus qu'au début de l'année, on a également porté avec Miroir Social et cette fois en partenariat avec AXA, le sujet de la santé mentale des salariés, qui est le sujet 2025. Et raison de plus pour le porter aujourd'hui, en cette matinée, le sujet de la santé le sujet spécifiquement de la santé mentale des représentants du personnel. Parce que si on manque cet échelon, on loupe, il y a vraiment un gros trou dans la raquette et à risque de ne pas appréhender le sujet, parce que la problématique de la santé mentale pour les représentants du personnel, elle est vraiment multidimensionnelle, comme je vous disais dans le chat. Je reprends l'image d'une Pascal Cazin, que tu représentes toi la CFDT du côté du Crédit Mutuel. C'est Julie Lequeux qui est responsable, qui est une des responsables de la CFDT chez BNP Paribas, qui nous a mis en relation. Et j'aime bien l'image de Julie, qui expliquait que le représentant du personnel était quelque part dans une forme de cube, c'est vraiment son image et je trouve qu'elle illustre bien la situation. L'histoire du cube, vous êtes dans un cube avec en haut la direction, en bas les salariés, sur les faces votre syndicat, les autres syndicats. Bref, c'est multidimensionnel et la pression elle est vraiment diverse. Et également la partie aussi d'être bien dans son boulot. Quand on n'est pas permanent. Donc tout ça, c'est vraiment une équation qui est compliquée et raison de plus pour la porter. Et ce matin. Donc merci à Aude d'Argentlieu. Toi, tu es donc la directrice générale de l'IAPR, qui est l'entité d'accompagnement du groupe Oasis & Compagnie. Et donc tu es directrice générale de l'IAPR, mais tu es également psychologue clinicienne. Donc tu es également une praticienne. Anastasia Bouchon, toi tu es également psychologue clinicienne chez l'IAPR, mais tu as la caractéristique, Anastasia, d'être élue du personnel. Alors l'IAPR, ça fait partie d'un gros groupe qui est Oasis & Compagnie, mais l'IAPR en soi c'est une PME. De moins de 50 salariés. Et donc, Anastasia, ton éclairage, la double compétence sur la pratique de praticienne, de psychologue et le vécu, ton expérience d'élu, sans être une spécialiste, mais tu portes le mandat et donc forcément, ça nourrit ta pratique et inversement. Carole Seb. Alors, Carole Seb, toi, tu représentes la FO au CCF, qui est touché par un plan social, un PSE au sens strict, avec des départs contraints massifs, ce qui n'est pas une habitude dans le secteur bancaire. Et donc, toute l'équipe FO, vous êtes en première ligne là-dessus. Et je me permets de partager, tu as écrit un article, et je le mets en avant, tu as écrit un article sur Miroir Social, sur la partie participative de Miroir Social, donc comment prendre soin de soi pour mieux défendre les autres. Merci à toi de cette contribution. Je vous invite à la lire. Tu vas l'exprimer là de façon à l'écran, mais là tu l'exprimes à l'écrit. Et écoute, je pense que ce que vous vivez et ce que tu vis, c'est partagé par beaucoup d'élus, les perceptions que tu as. Et c'est merci à toi de partager cette pratique. Ensuite, Pascal Cazin, toi tu représentes donc la CFDT du côté du groupe Crédit Mutuel et plus spécifiquement, toi tu es au niveau du CIC, mais tu es dans le groupe Crédit Mutuel et tu es en charge de l'accompagnement toute l'équipe CFDT dans le groupe Crédit Mutuel.
Et ce qui est d'autant plus intéressant avec toi, c'est que tu as fait une certification à Dauphine en 2022 et le titre de ton mémoire, c'était sur la prévention des RPS et l'exposition des représentants du personnel aux RPS. Et enfin, Christine Fourage, toi, tu es la secrétaire générale CGT du syndicat de l'enseignement et de la formation privée. Hein. Christine, ce qui va être intéressant avec toi notamment, c'est que tu as lancé une recherche-action en début 2024 sur comment la responsabilité intrinsèque des organisations syndicales à repenser leur mode d'organisation du travail, parce que ça a aussi le fait d'être bien dans ses baskets quand on porte le mandat, ça est aussi une question d'organisation. Et donc, c'est la capacité des syndicats à repenser l'organisation pour qu'elle soit peut-être plus sécurisante, plus protectrice et plus enthousiasmante peut-être également. Enfin bref, comment on peut se poser des questions en responsabilité, parce que la responsabilité, il y a une responsabilité des employeurs là-dessus, mais il y a une responsabilité intrinsèque des OS à s'organiser pour faire du collectif, pour faire donner du sens au collectif. Je vais pas être beaucoup plus long avant de te passer la parole, Aude. Simplement, vous êtes nombreux dans la salle, donc n'hésitez surtout pas à profiter au maximum du chat pour partager vos expériences, rebondir, et on essaiera de prendre au maximum. En tout cas, c'est une promesse que moi je vous fais, et d'essayer d'intégrer ça au maximum. On vous propose avec IAPR, regardez dans la partie sondage, on vous propose 3 sondages et on ira faire des tours de temps en temps pour voir où ça en est. Donc, on vous propose de savoir, est-ce que vous avez déjà accompagné un autre élu pour se faire accompagner psychologiquement? Oui, non. Est-ce que vous avez vous-même déjà sollicité un accompagnement psychologique? Et ensuite, dernière question, quelles sont les meilleures protections contre la dégradation de votre santé mentale? Donc, on vous propose 4 choix. Vous pouvez en choisir plusieurs. Donc, votre vie personnelle, les acteurs de la santé, médecins du travail, psychologues, assistants sociaux, le soutien de votre syndicat, le soutien du collectif de travail. Donc là, n'hésitez pas à répondre et on fera un petit topo d'ici 5-10 minutes pour voir un peu où on en est. Voilà. Avant de te passer la parole, Aude, je voulais simplement dire que dans le contexte quand même de santé mentale, et il faut que je m'arrête là, c'est le contexte de quand même, il y a Carole, tu vas être là pour l'étayer, une augmentation du nombre de PSE et des PSE de plus en plus contraints. C'est ça le contexte. On est dans un contexte de réduction des moyens syndicaux, post-ordonnance, etc. De fait, et ça facilite pas les choses. On est dans un contexte beaucoup plus historique, mais ça facilite pas non plus les choses, de concurrence syndicale. Parce que Carole, tu l'expliqueras mieux que moi, mais là, vous, face à un PSE, vous faites front commun, mais c'est pas le cas partout. Il faut en arriver à un PSE massif pour pouvoir front commun, mais on pourrait se poser la question dans quelle mesure on pourrait être un peu plus intelligent, peut-être en amont, avant que les situations tendent et que de moins se tirer, de moins de perte d'énergie en ligne sur l'histoire de concurrence syndicale qu'il peut y avoir. C'est quand même, c'est un facteur à prendre en compte. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et Aude, si tu peux nous présenter un peu le positionnement d'IAPR par rapport à ça, et pour lancer le sujet, Aude, quand on a préparé ce live, tu me disais surtout ne pas mettre en concurrence les écoutes. C'est-à-dire que l'IAPR est une puissance écoutante, ça c'est mon terme. Vous intervenez à la demande des directions pour apporter un soutien, un accompagnement psychologique auprès des salariés. Vous mettez les élus dans la boucle. Comment mais ton postulat et ton credo, c'est de dire on écoute IAPR, mais ça se substitue pas et c'est complémentaire. Et à toi, et je te laisse l'étayer, à l'écoute des élus, parce que on va l'entendre avec vous. La mission des élus, c'est d'écouter quand même les salariés. Donc, à toi la parole, Aude. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette introduction. Effectivement, pas de concurrence entre les écoutes. Pourquoi? Parce que nous considérons que ce soit l'IAPR, ses psychologues ou les élus, nous sommes tous des aidants. Et pourquoi les représentants du personnel, les élus, nous semble très important de traiter cette question d'enjeux de santé mentale dans le contexte difficile et dans des contextes qui sont soumis à de fortes pressions, parce que ce sont des aidants, parce qu'ils sont à l'intersection entre les exigences des directions et les attentes des salariés.
parce qu'on leur demande beaucoup. On leur demande beaucoup de temps, on leur demande beaucoup d'écoute, on leur demande de donner beaucoup de leur personne. Et comme tous les aidants, eh bien, le principal risque auquel ils sont exposés, c'est le risque d'épuisement. Vous savez tous que la question du burn-out, elle a d'abord été développée pour les soignants. Et donc, il s'agit vraiment, si on a ce souci que les élus soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler auprès des autres, avec les autres, même pour eux-mêmes, qui respectent un peu leurs limites. Et c'est ça qui est difficile quand on est généreux, c'est de s'apercevoir qu'on peut se poser un certain nombre de limites de temps. On n'est pas obligé d'écouter les personnes en illimité. Même, je dirais, des limites d'espace, c'est-à-dire que vous intervenez en entreprise, mais parfois on sait qu'il y a beaucoup de liens avec les collègues hors contexte de travail. Et du coup, le risque, c'est de fonctionner en illimité, d'internaliser, je dirais, beaucoup de tensions, de pas toujours savoir si ce qu'on porte va réussir suffisamment ou est-ce que c'est un investissement qui va pas peut-être fonctionner autant qu'on l'espère dans les combats qui sont portés. Et puis parfois l'avenir est incertain. Donc tout ça met les représentants du personnel et les élus dans un contexte qui n'est pas simple, qui les ménage pas et dans lesquels ils portent beaucoup. Vous portez, je dirais parfois trop seul. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les écoutes, parce que des élus ou un élu qui cherche à porter tout seul une situation, parfois c'est trop lourd. Et au fond, on pourrait parler, je dirais, d'enrichissement mutuel d'écoute, puisqu'un psychologue peut venir en aide d'un élu pour l'aider à ce qu'on appelle dans notre jargon superviser son écoute ou sa pratique. C'est-à-dire, l'élu accompagne une situation, il a besoin de prendre du recul. Il a besoin de savoir, parfois il est très inquiet. Il se dit, est-ce que la personne va passer le week-end? Est-ce que je suis pas face à quelqu'un qui dérape complètement? Et c'est pas toujours simple pour lui d'apprécier, je dirais, d'objectiver cette situation. C'est là où les dispositifs d'écoute et de soutien psychologique peuvent servir à cet aspect de relecture, de prise de distance par rapport à des accompagnements pour les élus, pour éviter qu'ils ne se disent « j'écoute jusqu'à la limite », mais en fait, on peut écouter pendant 3 heures, on n'est pas toujours sûr de maîtriser le risque. Donc ça, c'est un élément qui nous semble très important. Pourquoi on peut parler je dirais, complémentarité des écoutes? Parce Aude, excuse-moi, Aude, je me permets de te couper. Sur la supervision, c'est quoi le cadre? Comment ça s'illustre, le cadre de cette supervision? Alors, le cadre le plus simple, c'est un entretien avec un psychologue. C'est pouvoir soumettre dans un entretien d'1 heure la situation qu'on accompagne. Voilà, tout simplement. Merci de me poser des limites, Rodolphe. Tu as raison. Donc, la difficulté, effectivement, on se dit, si je passe le relais, est-ce que je suis compétent? Peut-être un élu peut se dire, mais moi, je sais accompagner les personnes. Enfin, c'est mon rôle. C'est pas tant je sais, mais c'est mon rôle. Or, on devient toujours quand même plus compétent, plus intelligent à plusieurs. Vous voyez, on oublie toujours de dire quelque chose, l'un ou l'autre, où on n'a pas suffisamment le recul pour se dire, pour que la personne me comprenne, il y a une information supplémentaire que je peux lui donner. Par exemple, la question que m'a posée Rodolphe, ça vous aide à mieux comprendre ce que je dis. Si je vous avais parlé, moi, toute seule, au fond, vous auriez peut-être moins bien compris, vous seriez resté avec des éléments qui étaient moins clairs. C'est ça, la supervision. C'est qu'une personne externe vienne m'aider à clarifier pour la personne à laquelle je parle les éléments que je souhaite lui communiquer. Et quelle est la part des élus qui vous demandent cette supervision? Pour toi, Alors, elle est faible, mais parfois, pourquoi elle est faible? Parce qu'elle intervient en général quand les situations sont extrêmes. Je laisserai Anastasia confirmer ce point. C'est-à-dire, c'est souvent quand il y a un vrai risque où on se dit, est-ce que la personne va pas faire un passage à l'acte? Est-ce qu'elle n'est pas en risque suicidaire? Est-ce que la personne n'a pas arrêté de pleurer? Voilà, c'est sur des situations extrêmes qu'à ce moment-là, ils appellent parce que, je dirais, ils ont peur. Mais on peut appeler avant d'avoir peur. Et c'est la meilleure manière d'intervenir en prévention, c'est ce que font tous les psychologues dans leur pratique. C'est-à-dire soumettre les accompagnements qu'on a pour comprendre la part entre ce que vit la personne,
ce qu'on en comprend et on apprend énormément. C'est vraiment apprenant comme démarche et ça évite d'arriver à la limite toujours. Hein, ça, c'est très, très important parce que dans toutes les écoutes, on peut avoir ce qu'on appelle des angles morts. C'est des choses qu'on ne veut pas voir ou des choses qu'on ne veut pas entendre. Et c'est là où je dirais, même si on accompagne, on peut laisser les personnes dans une situation en fait de risque parce que on a peur nous-mêmes aussi. Alors il y a des choses qu'on ne veut pas entendre et on ne leur permet pas d'entendre. Voilà ce qui me semble, je dirais, si je peux donner un cadrage général. Après, les choses les plus importantes qui me semblent aussi, c'est que toujours se dire, on prévient mieux les risques à plusieurs. Souvent, la personne qui est en situation de risque, elle s'est isolée, je pense que vous le savez. Elle voit pas trop l'avenir, elle s'inquiète et elle s'est repliée sur elle-même. Et je dirais le défaut de la prévention, ce serait de garder cette posture-là en voulant protéger la personne dans un positionnement peut-être un peu solitaire. Et plus on partage ensemble, plus en fait on renvoie à la personne un espace ressources multidimensionnel, comme tu le disais aussi Rodolphe, qui va vraiment l'accompagner et lui montrer qu'il y a plusieurs personnes autour d'elle et qu'elle n'est pas isolée. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est un espace ressources pour l'élu. Parce que l'élu sait que s'il y a un moment où il a un peu peur de perdre pied, il va avoir quelqu'un pour l'aider. Donc ça, c'est important. J'aurais envie de rester peut-être là pour le début. Il y a d'autres choses que je dirais peut-être après. Ouais, à toi de voir si tu veux. C'était la question que je voulais lancer, mais après, je vais lancer Carole sur le sujet. Mais dans le cadre d'un PSE, c'est quoi l'approche que vous avez dans le cadre d'un PSE? On est dans une situation... Alors, un PSE contraint, massif, c'est quoi le dispositif idoine que vous pouvez mettre en place pour garantir au maximum le fait que les élus n'explosent pas en vol? Alors, première chose pour nous, c'est que on annonce un PSE. En première ligne, ce sont les représentants du personnel. C'est-à-dire, bien sûr, la direction porte un projet. Bien sûr, les managers vont devoir communiquer les éléments de ce projet. Et c'est pas facile. Il pourra y avoir des suppressions d'emplois. Mais en première ligne, il va y avoir les représentants du personnel avec une période de confidentialité à tenir qui n'est pas facile, vraiment difficile, qui les expose, avec le fait qu'ils sont soumis à des exigences fortes, des attentes fortes des salariés qui leur demandent qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, toute la période d'information, consultation. Donc, pour nous, ce qu'on propose, c'est un dispositif qui inclut un espace de formation spécifique pour les représentants du personnel, pour qu'ils puissent eux-mêmes être soutenus, je dirais, voir dans quelle situation ils sont et après quelle période parfois, parce que parfois ils ont déjà traversé des périodes difficiles, dans quelle situation ils sont à l'annonce du plan. Est-ce qu'eux-mêmes ont déjà des ressources? Est-ce qu'eux-mêmes sont en capacité de faire face? Comment ils vont envisager les mois à venir, qui vont être très éprouvants? Donc, derrière formation, c'est ce dont on a un peu parlé, c'est comment je vais préserver mes ressources, quel espace j'ai pour moi. La difficulté d'un PSE, c'est que le représentant du personnel n'en est plus du tout. Or, s'il en a plus du tout, il y a un moment où on va le retrouver complètement à plat et il pourra plus remplir son rôle et sa fonction. C'est aussi pour ça qu'on met un dispositif que j'appelle filet ou relais, qui sont les cellules d'écoute, on va dire numéro vert qu'un grand nombre d'entre vous connaissent, pour que les élus puissent dire à un moment donné, j'ai entendu ta situation, mais il y a des choses sur lesquelles c'est important que tu puisses continuer à en parler. Et moi, je vais pas pouvoir t'écouter, ce que je vous disais, en illimité. Par exemple, tout le week-end, je serai pas non-stop là, ni la nuit. Donc, les dispositifs d'écoute complémentaires que propose l'IAPR ou d'autres organismes, c'est la capacité pour les personnes à tout moment, 24 heures sur 24, d'être écoutées, entendues pour que la pression redescende. Donc ça, ce sont des dispositifs qui doivent être permanents et continus. Effectivement, dans ces cellules d'écoute, on met aussi des cellules d'écoute pour les acteurs internes de prévention. C'est les managers, c'est les RH, c'est les représentants du personnel, pour qu'ils puissent, je dirais, soumettre les situations à risque ou à pré-risque individuel ou collectif et avoir un peu de supervision. Et j'insisterai sur l'après-PSE ou la fin du PSE, parce que je pense que souvent, on a des impasses à ce moment-là, c'est-à-dire sur la phase de lancement, de démarrage, les choses se passent. Et puis à la fin, plus personne ne s'occupe de plus rien, si je puis dire.
Or, c'est là qu'il peut y avoir un après-coup qui est difficile. Des représentants du personnel, voilà, le plan s'est passé, des personnes sont parties, on a passé le cap, oui, mais à ce moment-là, dans quel état on est? Et que ce soit pour des salariés aussi d'ailleurs, hein, dans des phases de reclassement ou autres, c'est très important que les dispositifs d'écoute continuent d'être sollicités à ce moment-là. Parce que je dirais les chocs ou les difficultés, elles se produisent dans le temps. Il y a ce qu'on pense au moment donné de l'annonce, par exemple, mais là, on réagit fort. Je dirais, on peut tous se serrer les coudes, représentants du personnel, salariés, et le fait d'être ensemble est une ressource, bien évidemment. Après, on peut avoir un contre-coup et des espaces, je dirais, plus isolés, des personnes plus isolées des unes des autres. Et là, c'est très important de solliciter aussi, de pouvoir solliciter des dispositifs de soutien. Ok, parfait. Merci beaucoup, Aude. Alors, je vais vous faire. Alors, n'hésitez pas à contribuer dans le chat et à Hervé qui exprime la pression qui peut venir dans le cadre d'un PSE de la direction, hein, quand les syndicats vont s'opposer aux motivations du PSE et les coups de pression qu'ils peuvent avoir, juridiques notamment de la direction, et en quoi c'est une source de pression. Je voulais vous mettre les résultats intermédiaires du sondage. N'hésitez pas à continuer à répondre. Donc, vous êtes un peu plus de 55% à avoir proposé un accompagnement psychologique à un autre élu. Vous-même. Qui n'ont pas proposé d'accompagnement. C'est moi que je me... Attendez. Vous êtes 57% à ne pas avoir proposé. Oui, excusez-moi. Voilà. Vous êtes 38% à avoir sollicité un accompagnement pour vous. 37%. Et les meilleures protections, à 36% la vie personnelle et ensuite pratiquement égal soutien collectif, le soutien collectif en deuxième position et ensuite les acteurs de la santé en 3 et le soutien de votre syndicat en dernier. Voilà, quand même. Ça peut matière. On peut se poser peut-être quelques questions. À vous la balle. En tout cas, le soutien syndical arrive en dernier dans les 4 choix qu'on vous a proposés. Merci Aude. Parole à Carole. Alors, Carole, toi, tu représentes donc le CCF. Qui a été cédé par HSBC et avec un PSE massif, hein, près de 1400 salariés départ, suppression de postes au sein de CCF. Alors, ce qui est intéressant avec ton témoignage, Carole, c'est que vous, juste avant l'annonce de ce PSE, vous étiez une section qui c'est pas forcément dans l'air du temps, qui s'est développée, qui a réussi à renouveler avec des jeunes dans le syndicalisme, je sais pas si on peut pas. Enfin bon, bref, vous avez renouvelé. Vous êtes devenu la première organisation syndicale et hop, vous chopez le PSE dans la figure, donc avec des jeunes élus. Et comme bizutage, c'est un peu violent. Donc comment ça a été appréhendé par l'équipe, l'annonce de ce PSE et comment vous l'avez géré au mieux? À toi, Carole. Merci. Déjà, il y a beaucoup de choses qui font écho dans ce que vient de dire Aude, et donc je rebondirai peut-être après. Pour resituer le contexte, ça fait 30 ans que je milite en parallèle de mon métier de conseiller en patrimoine. Et j'ai vu avec mes collègues, j'ai la chance de travailler avec une équipe, on est quand même un noyau nous suivons depuis très longtemps, de nombreuses années. Et nous avons vu plus d'une dizaine de plans. J'ai vécu personnellement 3 transferts d'entreprises. Et ce que j'ai vu en parallèle, c'est la diminution des moyens, ce qu'on disait au début, pour les représentants du personnel, et ça devient vraiment compliqué. Donc, dans le contexte, en fait, en 2019, HSBC a mis en vente sa banque de détail. Pendant 2 ans, incertitude pour tout le monde, les salariés, est-ce qu'on va trouver un repreneur? 2 ans pour retrouver un repreneur. Au bout de 2 ans, on apprend que le repreneur, c'est un fonds d'investissement américain. Donc en 2021, on commence un parcours social assez compliqué puisqu'il se termine au tribunal parce qu'on n'arrive pas à obtenir le projet industriel du repreneur, donc on n'a aucune visibilité sur le projet d'avenir.
Euh, et, euh, et donc, ça crée beaucoup d'émoi et d'inquiétude auprès des salariés et nous avons renforcé encore plus notre présence justement sur le terrain. Nous avons multiplié les contacts auprès des salariés parce qu'il y avait un besoin d'avoir des informations qui n'existaient pas en fait. Donc, essayer d'apporter un maximum d'informations. Le parcours se passe, la décision de cession est ancrée, même si on n'est pas d'accord, bien sûr. Pour être, nous sommes concrètement cédés le 1er janvier 2024. Donc tout ça, c'est long, 2019 jusqu'à 2024. Les salariés sont inquiets. L'incertitude, je pense que ça fait partie des choses les plus complexes. Et donc, nous continuons le terrain et on accompagne les salariés sur tout ce qu'on peut, en fait, tout ce qui est tangible, en essayant d'apporter de l'information sur comment ça se passe un transfert, des choses concrètes. Et ça nous a déployés un peu partout et plus on se déploie, en fait, c'est une des particularités de notre rôle, c'est plus on travaille, plus on a de travail, plus on se déploie, plus on va sur le terrain, plus on a de contacts et plus on a de retours et la charge de travail augmente. Et donc voilà, donc au moment de la session, un mois avant la session, quand tout est prêt pour partir, on apprend, il y a une procédure pour le transfert des porteurs de mandat. Les porteurs de mandat passent devant l'inspection du travail qui doit valider ou pas les transferts des mandats, des représentants du personnel. Et là, patatras, les 80 personnes qui ont un mandat, actif ou pas, il y en a qui ont juste un mandat de suppléant, reçoivent un courrier en leur disant qu'ils ne vont pas transférer avec les collègues. Et ça dure pendant un peu plus de 2 mois. D'incertitude. Donc, ce qui veut dire qu'au 1er janvier, tous les salariés sont transférés sans les représentants du personnel. Alors déjà ils étaient inquiets sur leur avenir. Ils se sont retrouvés tout seuls dans une entreprise sans les représentants du personnel. Et nous, représentants du personnel, avec un choc énorme de se dire, mais si on ne transfère pas avec notre activité, on n'est pas des temps pleins, très peu, on n'a pas d'activité dans l'entreprise qui reste, ça veut dire que au bout, c'est peut-être un licenciement finalement, puisque on n'a plus d'emploi, quoi. Et pareil, au niveau des collègues, ce gros sentiment de culpabilité, et ça au niveau des RPS, je vais dire pour les représentants du personnel, c'est assez dur. La culpabilité de laisser partir les collègues qu'on a accompagnés, à qui on a tenu la main jusque-là, et de les voir partir tout seuls. Donc, on multiplie les contacts, même si on n'est plus dans la même entreprise, on est à la maison en fait, puisqu'on n'a plus de bureau. On est à la maison, donc heureusement, on a un super collectif, la petite équipe. Nous étions peu à transférer au niveau de FO, on était 8 en fait, à se souder, à se téléphoner, à prendre des nouvelles de tous les collègues à distance, mais hors cadre. Et jusqu'au moment où on a fait des pieds et des mains, enfin, on est intervenu pour pouvoir finalement transférer en février. Là, pareil, à peine arrivé, on se déploie partout parce que la session s'est pas bien passée. Oui, tu as une question, Rodolphe? Non, pardon. Vraiment complètement détailler vraiment tout le process, mais peut-être, mais c'est intéressant de voir déjà. Non, mais c'est intéressant de voir déjà le point que tu soulignes, effectivement, l'inspection du travail, cette approche, on va dire, de l'inspection du travail qui, paradoxalement, est une source de tension, de pression, d'incompréhension, d'explication, alors que l'inspection du travail applique le droit et normalement qu'il est censé être protecteur, etc. C'est dans une logique de protection, mais bon, voilà, c'est un effet collatéral qui a appréhendé cette histoire, pas facile à expliquer. Mais Carole, si on pouvait, sans trop rentrer dans les détails du process, parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous êtes une petite équipe, il y a beaucoup de questions des salariés, et comment concrètement, vous donnez les moyens de ne pas exploser en vol par rapport à toutes les questions. Comme tu l'as très bien expliqué, votre priorité, c'était d'aller sur le terrain. Et je reprends un terme que tu m'as expliqué. C'est pas d'aller simplement voir les gens qui ouvrent leur bouche par rapport au PSE, mais par exemple, ceux qui parlent pas, aller voir ceux qui parlent pas, et notamment ceux qui restent, qui vont être moins enclins à parler. Pour autant, ils ont des choses à dire. Et comme le disait Aude, le service après-vente après le PSE, c'est aussi tout un la continuité.
Et tout ça, comment vous avez fait en sorte de vous organiser pour, tu parlais dans le papier que tu as publié sur Miroir de binôme, comment on résiste à la pression, comment on absorbe cette charge? Ouais, mais en fait, avec un collectif déjà au niveau de la section syndicale très fort. En fait, c'est ce qui fait toute la force, hein, c'est quand on est soudés et que on peut parler entre nous quand c'est trop, quoi. Quand c'est trop. Alors déjà, on part jamais, enfin, ou rarement tout seul. On part toujours à deux. Chaque fois qu'il y a des dossiers lourds, on échange entre nous. Et ça, c'est ce qu'on peut faire, je vais dire, en période assez classique, ça tient un moment. Le Big Bang, finalement, c'est quand il y a des annonces comme on a eu le PSE, où là, même si la section a grossi, parce qu'on a fait beaucoup de terrain et puis qu'on est devenu, voilà, on a grossi, on est devenu 25, la charge de travail devient beaucoup plus lourde. Et toute cette organisation qui consistait à systématiquement, quand il y a un dossier, il y a celui qui parle avec le salarié et qui prend du recul en parlant à un deuxième, on travaille en binôme pour prendre du recul et analyser à froid. C'est-à-dire si on a bien vu tout version 300, enfin de manière 360 le dossier, pas que ce qu'a dit le salarié, essayer de prendre de la distance et puis aussi ne pas porter toute cette charge parce que j'ai vu que Loïc Nicolas, qui est mon collègue qui est connecté tout à l'heure et qui prend beaucoup de dossiers individuels, mais des fois, il a des salariés jusqu'à minuit. Et c'est très lourd. Donc, de parler entre nous, ça aide beaucoup. Donc ça. Après, on parle d'aide psychologique. Alors, on a la chance et pas la chance. Hein. Ça fait longtemps qu'on a ce système de numéro vert dans l'entreprise. Il a été augmenté dans le cadre du PSE. On a toujours mis en avant les psychologues du travail auprès des salariés. Ça, c'est une certitude. Dès que on a vu l'approche du CSE, on a repris, parce que c'est une chose de mettre à disposition, mais c'est une autre chose que de le promouvoir auprès des salariés. Donc, on a refait un livret pour le donner systématiquement aux salariés, pour les inciter à aller, parce que nous sommes là pour les écouter et essayer de trouver des solutions, mais c'est pas des solutions médicales, en fait, c'est pas des solutions d'aide psychologique. Nous, on va essayer de changer la situation sur un plan du travail, mais pas sur un plan psychologique. Donc voilà, donc on est très complémentaires là-dessus. Moi, Carole, oui, vas-y, oui. Comment on fait la part des choses? Tu dis, nous, quand on va écouter les salariés sur le terrain, c'est pour nourrir nos revendications, la négociation, donner de la matière, de la chair sur l'expression des salariés sur leur métier, comment ça se passe, etc. C'est quoi la part des choses entre le côté l'expression, les sentiments, l'affectif que les salariés vont partager dans le cadre et le côté rationnel, on va dire? Je sais pas si je suis très clair dans la formulation, mais comment on fait la part des choses entre le côté opérationnel lié au métier, etc., et le côté affectif, psychologique lié à l'exercice du travail. La frontière, elle est pas facile à... Non, c'est pas facile. C'est avec, je pense que c'est avec l'expérience. C'est toujours essayer de recadrer ce qu'on peut faire nous, ce qui est en notre pouvoir. Et ce qui relève de le salarié va pas bien et il a besoin d'un secours. Voilà. Nous, on va être peut-être plus sur ce qu'on va pouvoir mettre en place, changer concrètement au niveau du travail, une situation de conflit avec un manager, une situation d'incertitude par rapport à l'avenir, etc. C'est très difficile. En PSE, l'incertitude concernant l'avenir, pendant des mois de travail de négociation, on n'a pas grand-chose de tangible à donner. On peut pas. On voudrait pouvoir lui répondre. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre. Donc ça, c'est aussi très frustrant en tant que représentant du personnel. Et d'où l'accompagnement psychologique en parallèle pour accompagner et tenir pendant ces mois. Par contre,
il faut arriver dans le discours du salarié à retenir quelles sont ses préoccupations et puis on le ramène sur des choses concrètes. Tu t'inquiètes sur ton avenir, pourquoi? Parce que dans ton poste, ou ton poste disparaît, ou alors la nouvelle façon de travailler, quelle est-elle? Est-ce que tu penses que l'organisation qui est prévue, elle va tenir? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et essayer de le faire un peu devenir acteur aussi, parce que subir, c'est compliqué. Donc, acteur en nous remontant ces problématiques pour qu'on puisse les défendre, en remontant ses idées, lui donner la parole, en fait, aussi. Ça, c'est quand on subit énormément quand on est en PSE. Ok, merci Carole. Peut-être à un moment je t'ai coupé quand tu voulais repartir. Tu as un point que tu voulais sur lequel tu voulais partir et je t'ai coupé dans ton élan. Non, simplement dire que il y a l'aspect salarié. Plus on est sur le terrain, plus on est envahi. Les limites, en fait, c'est toute la difficulté. On fait des métiers passion, on est engagé, on vient pas par hasard, on s'engage pas par hasard. Les salariés qui nous ont rejoints et qui ont grossi la section, ils ont vu ce qui nous était arrivé en janvier, ils savent. Donc, ils sont venus parce qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Et il y a un engagement très fort. La problématique, c'est arriver à se mettre des limites. Et dans le cadre d'un PSE, aussi violent que ce qu'on a, parce que on parle de 1400, mais en gros, c'est 42% des salariés quand même. Hein. C'est la proportion qui est énorme. Hein. Donc, il y aura des licenciements contraints. Et dans ce cadre-là, c'est arriver soi-même à se mettre des limites qui est le plus difficile. Et aussi, quand on grossit, on est 3 à avoir une très grosse expérience, 4-5 à avoir une très grosse expérience. C'est à la fois l'expérience et aller aux négociations et aller au front sur les sujets un peu techniques où on a l'expérience, sans oublier les nouveaux dans la section ou ceux qui ont un peu plus d'ancienneté et qui prennent beaucoup de dossiers. Voilà, c'est très lourd à porter et il y a un manque de préparation parce que je ne sais pas mais clairement il faut se préparer en amont sur une organisation. Il faudrait presque dédier une personne sur l'organisation, sur comment dire, prendre des nouvelles des collègues, quoi, prendre des nouvelles des collègues, accompagner. Alors, merci Carole. Alors, avant de passer la parole à Pascal, parce que tu fais une transition top, parce que je reprends tes propos, je sais pas si tu l'as dit, mais tu me disais que vous aviez l'ambition de dire que toi, l'équipe, on va dire le noyau dur du syndicat, de dire on va prendre le temps de voir chaque militant pour. Alors, comment tu vas, toi? Mais malheureusement, tu dis c'est un vœu pieux, quoi. Alors, quand on a vu la vague, ce à quoi on ne s'était pas attendu à ce point-là, je pense, c'est que ça toucherait tous les métiers de la banque. Et du coup, que comme on avait monté une équipe pour être présent partout, on n'a plus la moitié de l'équipe qui s'est retrouvée dans le scope du plan avec des licenciements potentiels. Et donc, au début, c'est vrai qu'en décembre, on a dit il faut absolument qu'on arrive à prendre un temps régulier avec chacun et qu'on s'oblige à prendre des nouvelles. Et on l'a fait une fois, 2 fois, après on le fait de manière informelle et on se fait rattraper. Voilà, et on culpabilise parce qu'on pourrait faire mieux. Donc voilà, comment on va je vais dire qu'on tient parce qu'on est un collectif et ça c'est notre ciment, c'est ce qui nous permet de tenir. Mais on culpabilise toujours beaucoup parce qu'on voudrait faire mieux. Bon, c'est une saine ambition. Merci à toi, Carole. Et alors, super transition avec Pascal, parce que Pascal Cazin, donc toi, tu représentes, tu es délégué syndical CFDT au sein du groupe Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, et plus précisément au groupe CIC. Et pour la transition par rapport à ce que disait Carole, toi, c'est justement un peu, si je me trompe pas, tu as une de tes missions, d'encadrer tout le collectif des militantes et militants CFDT du groupe sur comment ils vont et que les choses se passent le mieux possible. Fort, comme je le soulignais en introduction, de la formation et de certification que tu as suivie à l'université Paris-Dauphine, où tu as fait porter ton mémoire sur la prévention des RPS pour les représentants du personnel. Et donc, écoute, à toi la parole sur un peu ton rôle et un peu
ce rôle essentiel de coordination et de prendre le pouls, d'être capable de prendre le pouls d'une section, parce qu'on le voit bien important dans le sondage, hein, là encore, c'est quand même en dernier et ça se confirme. Hein. Enfin, voilà, mais voilà, c'est quand même le soutien du syndicat dans le cadre de la dégradation de votre santé mentale, ça apparaît en dernière position. Donc, c'est quand même à toi la parole. Ouais, merci Rodolphe. Effectivement, je suis en tant que délégué syndical groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, coordonnateur. On a environ 35 sections syndicales sur le territoire national et donc pour la CFDT, nous sommes 6 délégués syndicaux groupes qui ont en charge justement cette coordination à la fois des actions, mais également de faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement le meilleur possible dans les différentes sections avec l'apport de notre expérience et le partage des bonnes pratiques comme on a l'habitude de dire. Et effectivement, l'attention sur la santé mentale des équipes est extrêmement importante. Jusque-là, on a la chance de ne pas avoir été confronté à les difficultés ni économiques ni en termes d'emploi comme d'autres établissements de la place. Et on sent quand même la différence par rapport à ce qui se passe, notamment le témoignage à l'instant de copine de FO, Carole, et puis de ce qui se passe à la Société Générale, Mileis et d'autres établissements qui peuvent se retrouver à un moment donné confrontés à des situations de remise en cause de l'emploi et également des mandats des représentants du personnel. Comme tu disais, j'ai fait une certification relations sociales en 2022. Ça rentrait dans le cadre d'un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signés au niveau du groupe, dans le cadre de la reconnaissance de l'investissement des mandats syndicaux, et ce qui permet effectivement potentiellement d'accéder à des métiers de la banque ou toute autre filiale dans le cadre justement d'un parcours professionnel pour un retour à l'emploi. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que dans ma propre section du CIC sur Paris, j'ai été confronté notamment à la situation d'une militante aguerrie que je pensais solide. C'est aussi l'apparence qu'elle donnait dans sa revendication, dans son savoir-faire, etc. Et d'un seul coup, elle s'est écroulée. Et on n'a pas vu, on s'en est rendu compte vraiment extrêmement tardivement, voire trop tardivement. Et on n'a pas forcément été en capacité de l'accompagner en interne, puisque quelqu'un qui est touché profondément sur chaque tentative du DRH de déstabilisation. Voilà, ça fait partie du jeu, mais quand on n'a plus ces barrières-là, et on les prend en pleine tête. Des salariés, quand on finit par ne plus supporter les salariés qui appellent pour se plaindre, mais qui n'appellent que pour se plaindre sans vouloir forcément chercher une solution. Les résultats des élections qui correspondent pas forcément aux attentes. Tout ça, ça fait partie, j'allais dire, de notre vie de syndicaliste au quotidien. Mais quand toutes ces barrières sont tombées, qu'on est dans la surréaction, ça veut dire qu'on est déjà allé trop loin. Et il faut quand même, à un moment donné, déterminer les moyens entre nous, de les identifier pour essayer d'aider au mieux les camarades. C'est vrai que on a tendance à penser que nous sommes d'éternels pénitents et que ça fait partie de notre mandat, qu'on doit être solide, que on est là pour absorber,
mais à un moment donné, l'éponge est saturée et on finit par ne plus voir d'issue à ces difficultés qui s'accompagnent. D'ailleurs, j'avais repris dans mon mémoire une phrase de Camus qui disait « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir ». Je pense que ça synthétise bien justement cette approche du syndicaliste qui est au bout du rouleau et qui ne sait plus comment s'en sortir. Aussi, voilà, j'ai comme ça regardé toute la littérature qu'il pouvait y avoir sur le sujet et à l'époque, elle était déjà assez maigre. Et en fin de compte, c'est ce qui a, j'allais dire, généré encore plus mon intérêt, c'est de dire il y a vraiment des choses à faire pour limiter déjà cette culpabilité de se sentir mal face à des situations individuelles ou collectives, et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'entraider et amener justement les structures d'entreprise, mais également les structures syndicales à prendre en compte ces situations. Dans les pistes possibles, j'allais dire au niveau de l'entreprise, et d'ailleurs j'ai vu tout à l'heure passer dans le chat une réflexion d'Hervé au sujet de la prise en compte dans le DERP de l'activité même du représentant du personnel. Ça, c'est une piste qui est vraiment intéressante et voilà, on a essayé de la mettre en place au niveau de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut creuser, amener à cette reconnaissance du fait syndical et des difficultés que l'on peut rencontrer à la fois sur le DERP et bien évidemment derrière sur le PAPRIPAT. Mais voilà, je pense que ça fait partie des sujets de fond à la fois de la reconnaissance du fait syndical, mais aussi de la lutte contre les préjugés qui sont aussi extrêmement importants. Hein, voilà. Le grand Satan syndicaliste n'est pas celui qu'on pense, hein, bien au contraire hein, de ce que j'ai pu entendre jusque-là, et je pense qu'on est quand même très majoritaire à travailler pour les salariés et aussi pour l'entreprise. Hein. On entend encore trop aujourd'hui des salariés qui nous disent « Oui, mais si je fais appel à vous, je vais être marqué, ma carrière est foutue ». Non, ça c'est bien parce que ça peut être, j'allais dire, une remarque, enfin une réflexion qui peut arranger, enfin qui peut donner pour prétexte aux salariés de ne pas aller plus loin dans la démarche, ou qui est évidemment toujours distillée par certaines hiérarchies qui nous craignent hein, de fait. Et c'est vrai que tu disais aussi tout à l'heure, Rodolphe, tu parlais de la remarque de Julie au sujet du syndicalisme dans sa boîte. On est aussi confronté à cette difficulté d'avoir à la fois à exercer son activité professionnelle le mieux possible, d'exercer son activité syndicale le mieux possible et de réagir le mieux possible aux confrontations qu'on peut avoir en inter-syndicales et voire même, on peut le dire aussi, hein, dans les situations conflictuelles qu'on peut rencontrer dans les sections syndicales ou même dans les postes au sein même de l'entreprise. Pascal? Oui, je t'en prie. Je me permets de rebondir, parce que là, tu commences à en parler des permanents. Déjà, je note, moi, je suis curieux de voir, le jour où on verra dans un DURP les RPS des élus intégrés, moi, je suis preneur, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur. Mais bonne chance. Mais c'est potentiellement un vrai sujet à embarquer. Maintenant, tu commençais à en parler. C'est la question quand on a cadré notre entretien, c'est ce qui apparaissait également.
la complexité. Vous avez des permanents au niveau du groupe Crédit Mutuel. Dans le secteur bancaire, il y a quand même un certain nombre de moyens. Quand même, on parle de réduction des moyens. Vous en avez encore. Donc, vous avez quand même des permanents. Et tu me disais, c'est là aussi. Et là, c'est la responsabilité intrinsèque des organisations syndicales. Comment on fait en sorte que ça se passe mieux, le mieux possible, parce qu'il y a aussi, c'est une source de tension, l'accession à des postes de permanents et la vigilance que vous avez, la responsabilité que vous avez sur le casting et que faire en sorte que les gens qui obtiennent ces postes-là, il y a une forme de professionnalisation, qu'on prenne le mot comme on veut, mais il y a des comptes à rendre, il y a un suivi, bref, on fait pas ce qu'on veut, et c'est autant d'ingrédients pour peut-être faire en sorte que le collectif tourne mieux et soit plus protecteur. Alors, je vais te parler évidemment du groupe que je connais le mieux, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Finalement, on a assez peu de permanents. L'essentiel des permanents, ce sont les délégués syndicaux groupes, et dans quelques grosses sections syndicales, qui doivent être au nombre de 5 ou 6. La grande majorité des militants, ils sont aussi en poste opérationnel entre des mandats de 50% jusqu'à simplement être RP ou avoir des mandats moins lourds. Mais effectivement, c'est aussi important. Alors c'est vrai que dans la structure où je suis, c'est pas forcément des postes qui sont très convoités, ceux qui sont permanents, parce que tu as déjà le principe des ordonnances Macron qui limite le nombre de mandats. Et bien évidemment, plus tu vas être jeune, plus tu vas devoir à un moment donné penser à ta reconversion professionnelle. Et c'est pas forcément le cas. Va trouver un jeune de 35 ans qui va souhaiter s'investir au long cours. Ça, c'est loin d'être évident, mais je te rejoins effectivement sur le fait que les permanents constituent la colonne vertébrale de la structure, puisque c'est eux qui sont chargés de prendre, j'allais dire, l'essentiel du poids à la fois des responsabilités, mais également de l'organisation. Donc, je pense que ce qui est important aussi pour eux, c'est être à l'écoute des équipes militantes. Mais pour ça, il faut être soi-même formé, et pour le moment, il y a très peu de formations qui existent d'aide à l'écoute des militants, j'allais dire dans les structures syndicales. Pour la CFDT, il y a une formation à la Fédération Banque et Assurance sur ce thème. On a mis aussi en place un guide des RPS, les représentants du personnel, qui a été mis en place dans la foulée de la présentation de mon mémoire en assemblée générale. Également sur le syndicat Île-de-France, une formation mise en place avec l'aide de Calentis, justement pour l'accompagnement des militants qui peuvent se retrouver à un moment donné en difficulté dans l'aide à l'écoute et dans l'aide à la résolution des conflits. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont difficiles à faire évoluer, parce que on a cette espèce de pudeur, comme je disais tout à l'heure, de ne pas parler de soi, mais essentiellement parler des autres. Mais ça doit changer, parce que si on veut que le syndicalisme continue, à un moment donné, Laurent Berger disait que le syndicalisme était mortel, non seulement par le coût des institutions et puis des évolutions de la législation, mais aussi en interne. On peut aussi soi-même se tuer en allant trop loin. Et comme disait Aude tout à l'heure, à un moment donné, il faut savoir jusqu'où on doit aller, à quel moment on passe le relais, à quel moment on se met en risque. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a tendance à aller le plus loin possible, à écouter des gens jusqu'à pas d'heure, comme j'entendais tout à l'heure. Et ça, entre guillemets, je vais dire que c'est une erreur, parce que on se met soi-même en risque. Donc, on va entendre 10, 15, 20 personnes par jour. Et une semaine après, on s'écroule parce qu'on n'est plus en capacité de les écouter. On n'a plus cette attention nécessaire. Et c'est pas culpabiliser, c'est pas rompre avec
avec son engagement syndical, c'est se préserver pour durer. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, bon, ça fait bientôt 30 ans que je fais du militantisme. J'ai vu un certain nombre de militants comme ça tomber en cours de route parce que, ou de se protéger en disant j'arrête. Pourtant, dans le milieu bancaire, c'est pas le milieu, j'allais dire, le plus à risque, hein, à la fois pour l'engagement syndical, mais pour les salariés. On pense bien sûr au métier du commerce, du BTP et tout autre métier où voilà, la pression sur le milieu syndical est encore plus forte et aussi sur les salariés. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de ce que je voulais indiquer. Parfait. Bah, écoute, merci Pascal. Le temps tourne et on va essayer. Parole à Christine et puis tu auras l'occasion de réintervenir. Ouais, vas-y. Une dernière précision, c'est qu'il est aussi important, et je terminerai là-dessus, c'est que les militants soient attentifs à l'adaptation de leur charge de travail à leur engagement syndical. C'est fondamental. Pour voir imposer son temps syndical, que ça ne soit pas au détriment de son engagement, que le salarié fasse, j'allais dire, le choix de le mettre en second. Quand on se lance dans l'activité syndicale, il faut aussi avoir ce courage à un moment donné d'imposer son temps de militantisme, ses heures de délégation, sinon on n'y arrive pas. Ouais, alors ça, c'est un sujet. Enfin, là, ça me donne une petite transition avant de te passer la parole, Christine. Peut-être à toi, Carole, ce que vient de dire Pascal, parce que c'est Pascal. Carole, tu me précisais bien que toi, la priorité au niveau de l'équipe, c'était d'assurer avant tout son boulot opérationnel, hein, parce que vous n'avez pas de permanent. Excuse-moi, je t'ai coupé le micro tout à l'heure, Carole. Tu peux le réactiver? Oui, si on est trois permanents, mais la très grosse, enfin la quasi-totalité de l'équipe est pas à une opération, enfin une activité opérationnelle, et c'est pour nous essentiel qu'ils ne se mettent pas en danger sur leur activité opérationnelle. Donc c'est vrai que pour eux la pression est encore plus importante. Il n'est pas question de se mettre en danger sur l'activité opérationnelle, même si on a un mandat. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent la partie mandat déborde beaucoup sur la vie personnelle finalement. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que disait Pascal sur les formations, on a eu cette expérience en fait la veille des annonces du PSE. On a pris le temps de faire une journée de formation sur les RPS, comment détecter les signes faibles. Donc c'était a priori c'était pour comment s'armer pour aller vers les salariés. Cette journée de formation s'est transformée finalement en une journée sur la prise de conscience de l'état dans lequel nous étions, nous, représentants du personnel. Et toute la journée, finalement, nous a plus servi à nous enfin voilà, et à prendre conscience. Et en même temps, on en a pris conscience, mais on s'est dit, mais comment faire autrement? On est à la veille d'un PSE. Est-ce que c'est le moment de ralentir? Enfin, on a mis, ce qui c'est pas bien, un peu un mouchoir sur la prise de conscience de notre état. Parce que c'était tard, voilà. Excuse-moi, Christine. Non, mais c'est intéressant, vraiment le côté détournement de l'information initiale et par rapport, et c'est vraiment l'expression du besoin, et c'est vraiment intéressant de te l'entendre dire. Christine, à toi la parole. Alors donc, tu es la secrétaire générale du syndicat CGT de l'enseignement privé, de la formation privée. Et toi, Christine, début 2024, tu as initié une démarche, une recherche-action pour vous interroger avec l'intervention d'un psychosociologue, hein, c'est ça, hein, de l'université un universitaire, psychosociologue, qui allait un travail d'introspection sur votre mode d'organisation et vous faire réfléchir sur votre mode d'organisation. Donc, tu as fait passer ça en bureau, hein, ça a été voté au bureau, et donc l'idée c'était d'approcher le conseil de votre bureau national, c'est 20 personnes à peu près, 20 élus. En fait, on a validé en bureau et la démarche
est destiné à la commission exécutive nationale, qui est en fait l'ensemble des dirigeants du syndicat, qui est une vingtaine de personnes. Oui. Et donc, voilà, tu as lancé ça. Et où on en est maintenant? Et donc, c'est parce que le sujet, c'est de dire comment, en tant qu'organisation syndicale, on est capable de recogiter nos modes d'organisation pour peut-être être plus fort, plus efficace, etc., etc. Et ça a donné quoi? Et c'est quoi comment ça c'est venu, cette démarche, à toi? Alors, si tu veux bien, Rodolphe, je ne vais pas répondre à ta question immédiatement. Vas-y. Je vais plutôt me saisir en fait de ce que j'entends depuis presque une heure maintenant, à savoir la question de l'accompagnement, du déni aussi peut-être parfois des organisations syndicales, des représentants du personnel eux-mêmes et bien entendu des entreprises, des employeurs par rapport à les risques psychosociaux des salariés. Et moi, ce que j'entends me fait penser qu'il manque en fait une étape qu'on n'a absolument pas abordée. Ça va faire le lien avec ce qu'on a voulu mettre en place dans notre syndicat, qu'on n'a absolument pas abordé, c'est que pour bien comprendre ce pourquoi on peut être à un moment donné isolé, pas avoir de réponse dans son syndicat, mais pas avoir de réponse aussi dans le collectif d'élus, il faut aussi s'interroger sur les éléments un peu sociologiques, excusez-moi, mais c'est ma formation, elle ressort, un peu sociologique de qu'est-ce que c'est que notre culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est que notre culture syndicale, entre autres, hein, culture pratique, etc., notre culture syndicale, le rôle de l'élu ne porte-t-il pas en lui-même, en fait, le fait qu'on va se dédié au collectif en s'oubliant. Il n'y a qu'à regarder la définition de ce qu'est un représentant du personnel dans le Code du travail. On est bien effectivement au service du collectif, hein, je le fais un peu vite, et donc être au service du collectif, c'est défendre les intérêts d'autrui, donc quelque part où est-ce qu'on se trouve nous-mêmes, et en n'étant pas conscient, ou en n'ayant pas, plutôt conscience c'est un grand mot, mais en n'ayant pas réfléchi sur le contexte social, sur nos pratiques au quotidien, on en oublie les lignes de force et de faiblesse. Alors, et du coup, on va basculer éventuellement, dans le meilleur des cas, vers une prise en charge individuelle, je dis bien dans le meilleur des cas, puisque tous les témoignages montrent que c'est hyper compliqué, une prise en charge individuelle de la souffrance des salariés et de la souffrance, bien sûr, des élus, sans s'être interrogé sur en quoi nos propres pratiques, c'est le niveau social, portent en elles-mêmes éventuellement des effets pervers qui font que ça n'est pas qu'une question individuelle, mais bien entendu aussi une question d'orga et une question d'orga et de facilitation ou non de l'émergence de ces problématiques. Donc voilà pour mon introduction un petit peu longue, excuse-moi. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on a voulu faire au sein de mon syndicat. La démarche, elle a été initiée dans un premier temps en se disant, voilà, on voit arriver une nouvelle génération, on est un peu décalé par rapport au sujet, mais en même temps on l'est aussi, une nouvelle génération de militants qui prennent des responsabilités, et il y a une confrontation, on voit bien qu'il y a une confrontation de culture syndicale où les gens se comprennent pas, ne s'écoutent pas, ont des objectifs et des manières de militer complètement différentes, et on a aussi besoin que ces jeunes ou ces nouveaux militants, parce que des fois on n'est pas jeune quand on est nouveau militant, prennent les responsabilités qui sont les leurs et s'intègrent dans les structures et dans l'orga. Donc comment faire en sorte que, j'ai envie de dire, le queue de la comète qui a été socialisé à un moment donné avec une culture syndicale particulière, entendre des nouvelles manières de militer sans
que ça suscite effectivement cette souffrance qu'on voyait, ces incompréhensions, ces prises de gueule, ces gens qui s'insultent, qui ne se supportent pas, alors qu'on est tous dans le même syndicat. Et effectivement, se surajouter à ça, ce qu'on a tous décrit là jusqu'à maintenant, on a parce que les dirigeants syndicaux sont aussi et en même temps des représentants syndicaux. Et en même temps, donc avec les pressions qui leur viennent et tout ce que vous vivez, moi je me suis retrouvée en tant que, certes je suis secrétaire générale d'un syndicat, mais tous les témoignages que je vois dans le chat, c'est ma pratique aussi de militante, de représentant du personnel. Donc tout ça, on le vit aussi en même temps. Et l'idée c'était ça, c'était de mettre à plat ces pratiques. D'abord, alors en faisant appel, il faut que je lui rende hommage à un psychosociologue du travail qui s'appelle Angel Egido et qui est professeur à l'Université catholique d'Angers. Bon, il se trouve que moi, je suis issu de cette université, je connais bien ses travaux. On avait collaboré dans le cadre syndical et amical auparavant, et c'est pour ça qu'on a fait appel à lui. Et donc, dans un premier temps, la première phase, et c'est là où c'est intéressant, la première phase du travail a bien fonctionné, puisque Angel est venu, a observé, nous a renvoyé un certain nombre de choses sur nos pratiques qui devaient nous interroger pour adapter, rectifier le tir, repenser notre organisation. Donc, des choses ont été mises en place à la marge, en particulier un collectif sur la qualité de vie syndicale. Et puis, la deuxième phase, c'était des entretiens qualitatifs et la réponse à un questionnaire. Et on s'aperçoit que bien que les camarades aient été d'accord, ou alors ils se sont laissés manipuler par moi, j'en sais rien, c'est possible. En tout cas, voilà, étaient d'accord pour qu'on fasse ce travail. Eh bien, s'engager plus, c'est-à-dire répondre aux questionnements, faire un effort d'introspection sur ces pratiques, ça devient compliqué. Et là, on est un petit peu en suspens. Et je ne sais pas comment l'analyser. En tout cas, je vois bien que ça coince. Alors qu'il y avait une adhésion très, très forte du groupe et du collectif au départ. Mais là, on est en train de mettre en jeu une réflexion personnelle. Et on est d'accord, Christine, que ça pose, toi, ce que tu vois, ça pose vraiment des sujets de la capacité à déléguer, l'autonomie, ces questions-là que tu aurais voulu, toi, tu souhaites qu'on pose, parce que c'est une des clés par rapport au sujet qu'on adresse ce matin, sur la santé mentale, la pression qui s'exerce, être en capacité de plus se considérer comme le sauveur, le super-héros, comme ça a un message qui a été véhiculé pendant longtemps, etc. Je fais papa-maman, etc. Non. Je suis capable de déléguer, de suivre, de travailler plus en collectif et on n'a pas une succession d'électrons libres. T'es bien, toi, t'es conscient que ça va, qu'il faut travailler là-dessus. Mais pour tout dire, bon, vous voyez mon âge, je suis d'un certain âge, ça se voit à l'écran. Pour tout se dire, je faisais le constat que nous avons, je te l'ai dit, 2 générations ou plusieurs générations de militants. Et que les militants les plus anciens, qui ont eu l'habitude, comme tu le dis, de tout gérer, parce que on nous a socialisé, notre culture syndicale, c'est quelque part, et je l'ai entendu d'une manière différente, c'est quelque part d'être les chefs d'orchestre, surtout quand on est délégué syndical, on fait tout, on est tout le temps présent, on répond en permanence aux besoins des salariés et des camarades jusque le dimanche après-midi pour se faire engueuler par le conjoint d'une collègue qui pense qu'on n'a pas fait suffisamment de choses. Donc oui, effectivement, c'était l'idée le syndicat ne peut pas reposer sur seulement quelques-uns qui ont fait vœu, c'est rigolo pour la CGT, mais de s'engager corps et âme. Et qu'il faut effectivement trouver les moyens d'une pratique plus horizontale, moins concentrée dans les mains de quelques-uns. En déléguant, moi, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses, mais c'est davantage en tant
que monter en compétence, monter en autonomie, prendre sa place, trouver sa place en tant que dirigeant, afin que l'ancienne génération, on puisse faire à un moment donné, j'en fais partie, donc je le dis facilement, la preuve de son inutilité et qu'elle passe la main dans un tuilage qui ne mette pas en péril ni les représentants syndicaux, comme vous l'avez dit par ailleurs, qui ont énormément de pression sur eux. Donc en plus, quand ils ont des responsabilités au niveau de l'organisation syndicale et au niveau, pour moi en tout cas, d'un syndicat national, toutes ces pressions sont insupportables. Conduisent à ce que, à un moment donné, trop c'est trop, quoi. La charge mentale, elle est énorme. Et d'ailleurs, excuse-moi, je termine juste. Et comme on n'arrive pas à l'exprimer face aux collègues qu'on défend, à l'exprimer face à l'employeur, pour plein de raisons, là, ça sera un autre sujet, franchement, ça va s'exprimer au sein du syndicat et ça peut devenir explosif si on n'y veille pas et on n'y réfléchit pas. Surtout si le syndicat, parce que ton sondage, il est intéressant, mais ça mériterait d'être creusé un peu, surtout si le syndicat n'est pas en capacité d'apporter les réponses que les représentants du personnel pensent comme adéquates et pertinentes à leur souffrance au travail. Ok, écoute, merci Christine. Je relais, c'est Frédéric Rey, qui est un collègue à toi, sociologue, qui travaille au CNAM, qui lance une étude qui s'appelle Syndicaire et qui en fait la promo dans le bon sens du terme sur le chat. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Frédéric pour vos témoignages et prolonger. Le temps tourne. Christine, je vais passer la parole n'hésite pas à rebondir. Je vous propose qu'on rajoute maximum 5 minutes, 35, on puisse aller jusqu'à 35 parce que le sujet le mérite. Et Christine, n'hésite pas à rebondir, mais j'aimerais bien qu'on puisse passer la parole à Anastasia, qui est patiente depuis le début, qui nous écoute. Et ta parole, Anastasia, au regard de ce que tu as pu entendre, peut être vraiment intéressant à entendre. Donc, comme je le rappelle, donc toi, tu es psychologue clinicienne à l'IAPR. Tu es intervenante, donc, mais tu es également élue Sud pour l'IAPR et Sud Santé Sociale. Et comment tu vois un peu c'est vraiment une question qui apparaît en toile de fond dans le chat, si tu l'as vu, Anastasia, c'est est-ce que on demande, je suis élu, je suis dans le besoin, est-ce que j'ai besoin d'une ligne dédiée? Qu'est-ce qui va faire que je vais être en confiance quand je suis élu pour appeler une cellule, un numéro vert, la couleur qu'on veut, avec une ligne d'assistance? Qu'est-ce qui va faire que je vais être en confiance, pas me sentir mal pour appeler parce que je suis élu, parce que normalement je dois être forte, etc. À toi la parole. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs choses qui va faire que les élus vont se sentir en confiance. Il y a à la fois le fait d'être informés en amont et sensibilisés par les dispositifs d'écoute sur comment ça va se mettre en place, etc. Je pense que tester aussi les lignes d'écoute, ça aide aussi énormément les élus à pouvoir se sentir en confiance, à voir aussi qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Et Carole l'a dit très justement, c'est que en tant qu'élu, on va essayer de promouvoir en fait ces lignes d'écoute, à la fois pour le collectif, mais je pense que en testant ces dispositifs-là, on va pouvoir aussi se rendre compte de l'utilité de ces dispositifs pour soi-même en tant qu'élu. Parce que en tant qu'élu, on est quand même tampon entre la direction et le collectif, et je pense que c'est quand même une place qui peut être, qui peut effriter en fait tous les élus. Donc effectivement, je pense que ce besoin d'accompagnement-là, il va passer par au départ une demande sur j'ai besoin d'être accompagné par rapport à mes réflexions sur le collectif et la manière dont je vais peut-être pouvoir conseiller le collectif, et peut-être que dans un second temps, on va pouvoir recentrer en fait nos échanges cliniques avec cet élu sur et vous en fait finalement quel est votre vécu, qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos ressources à la fois internes mais aussi à la fois externes, et aussi pouvoir essayer de réfléchir à quels sont les facteurs de risque de ce mandat, parce que il y a des facteurs de risque dans leur santé mentale. Il y a une fatigue quand même qui est générée par ce poste-là. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir essayer de décentrer la première demande qui est d'abord l'accompagnement auprès du collectif,
et ensuite de pouvoir accompagner l'élu dans son individualité et dans ses positions d'élu enfin voilà, au quotidien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense qu'il y a vraiment, Carole l'a dit vraiment très justement, le fait de promouvoir ce dispositif, ça va permettre aux élus de pouvoir eux aussi enfin expliquer en fait aux salariés quelle est l'utilité de ces dispositifs d'écoute. Et cette position particulière quand même, par exemple dans le cadre d'un PSE, où ils vont devoir accompagner les collègues, mais aussi essayer de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils vont être en plein dans cette difficulté de ce PSE, ils vont être dans les négociations, mais ils vont devoir aussi être dans l'écoute auprès de leurs collègues et devoir faire attention à leur propre santé. Je pense que c'est une position qui est aussi très particulière, une position qui, heureusement, tous les élus la connaissent pas, mais qui, en tous les cas, est une position qui est quand même assez délicate. Et c'est à ce moment-là où c'est important qu'il y ait quand même de la prévention de la part des psychologues et qu'on soit pas plutôt dans le moment de crise où il va y avoir un épuisement parce que ça va être un moment qui va être beaucoup plus délicat à gérer, en fait. Voilà. Anastasia, Oui, par rapport, tu es élu. Comment tu ouais. vois, au regard de ce que tu as entendu, comment tu vois parce que ce que tu me disais, je trouve ça intéressant quand tu accompagnes les élus Ouais. sur leur situation propre. Hein, tu me disais que tu dépassais un peu ta posture d'écoutante, de psychologue clinicienne, Ouais, ton métier, et que ta connaissance de la mission d'élu, du rôle d'élu, te permettait de les accompagner peut-être de façon un peu plus opérationnelle avec une dimension entre guillemets conseil. Et comment tu vois un peu la difficulté d'exercice pour un élu sur le côté, et on en revient sur le côté organisationnel posé par Christine, la capacité à se poser la question de comment je m'organise, et de façon assez rationnelle. Alors effectivement, moi j'ai une casquette d'élu dans une petite entreprise, mais dans le cadre de PSE où j'ai pu accompagner en fait des entreprises dans ce cadre-là, où j'ai pu du coup intervenir sur le site, j'ai rencontré, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que psychologue dans ce cadre-là, on va aller sur le terrain, on va essayer de rencontrer les salariés, mais de rencontrer en fait les élus. Et finalement, c'est aussi la manière dont les élus vont aller vers le collectif pour demander s'ils ont des besoins, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, par exemple de PSE, où j'étais sur site à plusieurs reprises, j'ai pu rencontrer des élus qui avaient des besoins déjà dans un premier temps de m'expliquer un peu comment ça se passait lors de ces négociations. Et finalement, c'est vrai que ça a pu m'arriver de sortir un peu de mon carcan, de cette casquette de psychologue, pour avoir un temps dans cet échange-là d'une heure où on allait prendre un temps sur les négociations, où est-ce que les étapes en étaient, d'avoir un peu, en fait, un peu faire du brainstorming en tant qu'élu, certes en n'étant pas dans la même entreprise et pas du tout dans le même fonctionnement, mais vraiment une sorte de brainstorming, voilà, vraiment sur le même plan d'égalité. Et après, on avait un autre temps, vraiment, moi je le voyais comme ça, c'était vraiment un temps enfin voilà, peut-être d'un quart d'heure, une demi-heure sur les négociations, sur les étapes, etc. du PSE, et un autre temps où vraiment on était plutôt dans la réflexion de comment vous vous sentez, vous, actuellement, dans votre place, comment vous vous sentez aussi dans votre vie personnelle, parce que ça vous impacte dans votre vie personnelle, quoi qu'il en soit, vu que c'est quand même quelque chose qui est quand même très stressant et où, encore une fois, comme je dis, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils le vivent. Et donc, du coup, c'est tout plein de choses aussi où ils doivent essayer de comprendre où est-ce qu'ils vont. Ils doivent aussi essayer d'obtenir des conseils un peu partout pour savoir s'ils font les choses correctement. Et je pense que c'est quand même énormément générateur de stress. Et d'autant plus, je pense, quand ils ont le sentiment qu'ils sont pas ou mal soutenus en fait par leur collectif, qui effectivement à ce moment-là, ce collectif-là va être très stressé, va poser énormément de questions là où eux sont pas en capacité d'y répondre à ce moment-là parce que bien évidemment c'est encore confidentiel. Et je pense que ce côté-là où ils sont quand même tiraillés, c'est je trouve assez intéressant d'avoir cette place-là où moi j'ai quand même ces deux casquettes et où finalement je vais avoir une double écoute par rapport à d'autres psychologues qui auraient pas cette casquette d'élu. En tous les cas, à mon sens. Et ça crée les conditions de la confiance. Je suppose que naturellement. Pour le coup, là, je pense à un exemple en particulier. Oui, complètement, parce qu'en fait, ces élus-là qui m'ont rencontré, après,
Ils sont allés voir tous leurs collègues et pour le coup, j'avais des journées qui étaient bien remplies parce que tout le monde venait me voir et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que ça avait permis d'ouvrir quand même beaucoup de sujets, à la fois de l'ordre du PSE, mais aussi de l'ordre des difficultés professionnelles qu'ils étaient déjà en train de vivre en amont de ce PSE et ça, enfin vraiment, j'avais trouvé que c'était très enrichissant à la fois pour ma pratique clinique, mais je pense aussi pour ce collectif. Donc j'en ai été très contente. Super d'avoir ce retour. Parfait. Anastasia, tu veux d'autres points que tu veux? J'essaye de rester synthétique pour qu'on se laisse quand même 10 minutes, un quart d'heure pour le chat. Ok. Bah ouais, alors le chat, pas de problème. C'est moi qui me laisse un peu déborder. Merci à toi de me rappeler ça. Aude, peut-être par rapport à ce que, par rapport à ce que tu vois dans le chat, peut-être il y a une question moi quand même qui revient, c'est c'est est-ce qu'il faut quelque part, et Christine aussi, quand on cadrait, on en avait parlé, est-ce qu'il faut des lignes dédiées pour les dédiées avec un code couleur, j'en sais rien, mais pour les élus. Aude, la question, elle est en filigrane dans le chat, donc je te la pose, Aude. Alors, je dirais, est-ce qu'il faut qu'elle soit dédiée? En tout cas, il faut qu'elle existe. Voilà, elle pourrait exister via le syndicat. Pour ses adhérents, pour ses militants. Dans le chat, ça a été dit, l'élu, c'est aussi un salarié. Donc, de toute façon, s'il y a une ligne d'écoute pour les salariés, il peut l'utiliser. Et effectivement, comme l'indiquait Anastasia, si l'élu se présente en tant qu'élu, on va accompagner, le psychologue va accompagner les différentes facettes de son intervention. Pour lui, pour les autres, en tant que personne, en tant qu'élu. Donc, ce qui me semble important, c'est qu'il y ait cette écoute tierce, voilà, cette écoute avec quelqu'un d'autre de la situation d'accompagnement en tant qu'élu. Ça, oui, ça me semble déterminant. Effectivement, quel que soit le code couleur, quelle que soit, je dirais, la qualification de la ligne, qu'elle soit pour des acteurs de prévention internes dédiés ou qu'elle soit pour tous les salariés. C'est l'essentiel. Ouais, mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait une expression, je suis en train d'essayer de retrouver dans le chat, mais quelqu'un qui disait, ça serait peut-être l'intérêt d'être bien identifié. La porte d'entrée, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est vous est dédié, c'est un peu un espace peut-être de confiance comme Anastasia l'était hier. On vous comprend. On est capable de vous accompagner sur votre démarche en tant qu'élu représentant du personnel. Et ça soit fléché comme ça. Oui, ça l'est dans certains cas. On évoquait, est-ce que les RPS des élus sont inclus dans les DUERP? Oui, je l'ai vu. Il y a des dispositifs fléchés pour certains en termes de formation, en termes de dispositifs d'écoute. Ça existe. Il y a des lieux où ça existe. Pourquoi je dis l'essentiel, c'est que ça ait lieu, c'est que il faut effectivement qu'il y ait cette reconnaissance, qu'il y ait cette anticipation. Parce qu'il ne s'agit pas que les personnes se retrouvent prises de court et s'écroulent tout à coup, comme l'a dit Pascal. Il s'agit de savoir se poser des limites, et comme l'a dit Carole, faut pas aller trop loin parce que sinon il y a une culpabilité, comme si on en avait fait trop et plus personne n'ose appeler. À ce moment-là, aucun des représentants du personnel vont accepter de solliciter l'aide. Donc le fléchage, en fait, l'intérêt, c'est de légitimer la démarche d'appel et d'écoute. En fait, ça reste difficile parce que dès qu'on met aide psychologique, alors tout le monde se dit « Oh, c'est ce que je vais dire, c'est un aveu de faiblesse. Est-ce que je vais être stigmatisé comme personne en difficulté ?» Et là, ça crée un blocage d'appel. Or, ce qu'il s'agit, et je crois que c'est tout l'intérêt de l'espace que tu nous proposes aujourd'hui, Rodolphe, et encore une fois, merci, c'est d'ouvrir nos échanges, de partager ensemble sur la manière dont les uns et les autres interviennent pour lutter contre cet isolement, et cet isolement qui vise à dire moi, je m'occupe pas de moi-même. C'est-à-dire, tant pis pour moi, je fais le maximum, je porte au maximum, quitte à être au bout du rouleau, mais ça, on se le dit pas consciemment, bien sûr. Mais le fait qu'un élu soit dans une certaine générosité, un engagement, un combat, comme on le voit derrière Pascal, c'est bon, mais en même temps, il faut pas que ce soit sans limite. Je crois qu'on l'a tous dit. Et il faut lutter contre ce préjugé qui est appelé aussi un dispositif d'écoute. Ce serait comme être en situation de faiblesse. Non, c'est se mettre en situation de ressources. C'est pour ça que dans IAPR, il y a accompagnement psychologique et ressources. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité de déclencher l'appel à un espace complémentaire pour recharger ses batteries. Alors, Aude, moi, je te relance pour la conclusion sur le fait que tu me disais, tu parles d'espace de ressources, tu me disais,
il y a une diminution des ressources collectives. Et notamment, tu l'illustrais avec notamment la tendance de plus en plus de distanciel dans les négos, etc., et qu'il y avait de moins en moins d'espace de respiration, de régulation, on va dire, interréunion, je reprends tes mots, pour réguler la pression, et que quelque part, il y avait une mise à distance qui était source de tension. Oui, c'est le seul bémol que je fais à notre rencontre de ce matin. C'est qu'on soit en distanciel, parce que vraiment, je crois qu'en tant que psychologue, mais je pense qu'en tant qu'élu, vous partagez exactement cette même posture, le présentiel est irremplaçable, parce qu'il y a une véritable ressource qui vient du contact interpersonnel. Et vous voyez, si on était en présentiel, eh bien, une fois qu'on aurait fini notre table ronde, on aurait échangé les uns avec les autres, ça aurait eu une action, alors elle existe déjà à minima, hein, mais de reconnaissance mutuelle et de recharge des énergies. Or, aujourd'hui, de plus en plus, là, ce qui est formidable, c'est qu'on a eu 1h30. On n'a pas eu 1 heure. De plus en plus, le temps d'échange, il est limité. C'est le format 1 heure pour toute situation, tout problème, tout sujet. Et là, on a vraiment pu déployer. Donc ça, c'est formidable. Mais tout ce qu'on peut déployer les uns vis-à-vis des autres, autour d'un café, autour d'un échange, fait que cet informel, ce présentiel, va donner une rencontre, je dirais qu'il y a 3 dimensions. Tu parlais de multidimensionnel, je dirais presque le distanciel, il y a 2 dimensions. Hein, et dans le présentiel, on en a 3 ou voire plus, c'est-à-dire qu'on va être plusieurs. Et tout ça va nous enrichir parce que ça va déclencher des réactions, des échanges, des partages plus riches, plus importants, des choses auxquelles on n'aura pas pensé, mais qui vont apparaître parce qu'on est en présence de l'autre. Alors, on l'est déjà, hein, du fait d'être en distanciel, mais on le sera toujours davantage du fait de se rencontrer et d'être en présentiel. Et ça, c'est un des points, je dirais, de credo de l'IAPR, c'est de défendre derrière nos lignes d'écoute le fait de rencontrer en présentiel les personnes. C'est-à-dire qu'on appelle pour prendre rendez-vous et comme l'a dit Anastasia, pour aller à la rencontre des personnes sur site aussi. Et ça, c'est quand même une autre dimension qui est fondamentale. Et si on l'enlève, j'ai envie de dire, de notre humanité à tous, eh bien, on va manquer de beaucoup de choses et parfois on va un peu trop loin, à mon sens. Parfait, merci. Écoute, Christine, tu lèves la main et tu as bien raison parce que je pense que tu vas confirmer le fait que, enfin, je sais pas, je vais pas parler à ta place, mais sur le durcissement des relations que tu notais, toi, on a parlé. À toi la parole, Christine. Oui, alors comme d'habitude, il y a 2 choses. Je vais te répondre dans un deuxième temps à cette question. Après, je crois aussi qu'on a un peu passé sous silence la responsabilité des organisations syndicales face à leurs représentants du personnel. De mon point de vue, la première des choses, c'est de dire, et pas simplement de dire, de faire, d'accompagner, de mettre tous les moyens en direction des représentants du personnel qui se présentent sur nos listes, qui sont syndiqués chez eux, et de leur dire on ne te laissera pas tomber quoi qu'il arrive. Et ça, vers qui peuvent-ils s'adresser que l'organisation syndicale soit présente, se batte aux côtés et apporte des réponses, me semble quand même, il faut le redire, c'est primordial. Alors la réponse, on ne l'a pas nécessairement d'un point de vue psychosocial ou individuel, mais on doit au moins l'avoir d'un point de vue syndical et d'accompagner les combats qui parfois vont se traduire un petit peu différemment, en particulier devant le contentieux, devant le juge. Ça, c'est un petit aparté. Pour te répondre à ta deuxième question, oui, effectivement, je pense qu'on l'a tous constaté. Quand on est en distanciel, quel que soit le type de réunion, et que on a des intérêts qui sont divergents, les relations se tendent, les filtres tombent, et on ne se parle pas de la même manière que lorsqu'on est en présentiel et qu'il y a le langage du corps, les signes infraverbaux qui font qu'on va mieux se comprendre. Le filtre de l'écran fait qu'on va se dire plus facilement des horreurs, je mets des guillemets, en tout cas des horreurs en distanciel, ou même à travers les réseaux sociaux, tout le monde le dit, ou même lorsque on gère des listes de distribution en faisant des relances
qui deviennent des relances publiques alors que ce sont des problèmes interpersonnels. Et oui, je suis absolument d'accord avec Aude. Le distanciel, ça n'est pas simple. Alors, certes, c'est pratique, mais humainement, ça pose vraiment beaucoup de problèmes et de questionnements. Entendu. Merci Christine. Bah, écoutez, je propose un petit tour de parole, Anastasia, Carole et Pascal, et puis Aude, tu auras le mot. Anastasia, vas-y. J'aimerais bien juste revenir sur le sondage parce que je trouve que le sondage, malgré tout, est intéressant. Du coup, la première question, avez-vous déjà proposé à un autre élu de se faire accompagner psychologiquement? Donc, c'est 50-50. Donc, voilà, il n'y a pas grand commentaire à faire là-dessus. Mais par contre, sur la deuxième question, avez-vous déjà sollicité un accompagnement psychologique? On est quasiment à 70% de personnes qui n'ont pas demandé qui n'ont jamais sollicité d'accompagnement. Et c'est très parlant. Alors, moi, ça m'étonne pas, ces chiffres-là. Mais je trouve que c'est très parlant. C'est aussi, tout ce travail, je pense, en amont des psychologues sur la déstigmatisation, d'aller demander de l'aide, la déstigmatisation aussi d'aller voir un psychologue, parce qu'effectivement, déjà, dans notre société, aller voir un psychologue, c'est encore compliqué, même si je trouve qu'il y a quand même des évolutions. Mais je trouve que c'est quand même tout un travail qu'on met en place, nous, en tant que psychologue, pour avoir quand même une vision de ce rôle-là qui est pas que pour les fous, parce que c'est une phrase que j'entends quand même encore régulièrement dans ma pratique. Et voilà, en tous les cas, je trouve que c'est quand même important de voir qu'il y a quand même 70% qui en font pas la demande, alors que peut-être que dans ces 70%, il y a des personnes qui en auraient besoin. Donc je trouve que c'est quand même important de le souligner. Et sur la troisième question, effectivement, je suis aussi pas étonnée de voir que la vie personnelle, c'est ce qui prévaut le plus sur les meilleurs facteurs de protection. Et finalement, c'est quand la vie personnelle va pêcher qu'on va voir en fait tous ces signaux aussi de mal-être de la part de l'élu, parce qu'il n'aura pas ces moments de souffle, ces moments de respiration dans sa vie personnelle au moment où il va y avoir des crises dans la sphère pro. Et donc, je pense que c'est peut-être souvent à ces moments, j'espère que c'est pas toujours le cas, mais quand même régulièrement à ces moments-là où ils vont demander de l'aide, parce qu'en fait, la vie perso pêche, la vie pro pêche, et donc ils ont rien pour se rattacher aussi, quoi. Mais malgré tout, on peut quand même constater, je trouve que les 26% du soutien collectif, c'est quand même un apport qui est important. Et pour être honnête, j'aurais répondu la même chose moi, en tant qu'élu. Voilà. C'était ma petite remarque. Eh ben, écoute, merci de parler avec cette double casquette que tu as et qui est riche. Et merci de ton témoignage. Parole, Pascal. Petit mot de conclusion. Oui, je voulais revenir juste un instant. C'est vrai qu'on a beaucoup là évoqué l'aspect entre guillemets curatif, savoir les élus sont dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait pour les aider. Il faut aussi bien évidemment prendre l'aspect préventif, hein, on en a parlé aussi un petit peu, et je parlais tout à l'heure de la lutte contre les préjugés, parce qu'évidemment mieux on est reçu, mieux c'est facile, plus c'est facile d'exercer notre mandat, et ne serait-ce que par agir sur la méconnaissance de nos collègues sur notre engagement. Apprendre aux nouveaux engagés qu'il existe des organisations syndicales dans l'entreprise et leur dire à quoi ça sert. Ça peut faire partie d'actions qui sont à tenter de faire passer au niveau des entreprises au moment des entretiens d'embauche, enfin des tours de piste sur l'activité de l'entreprise. C'est bien de présenter le CSE, mais c'est aussi bien de présenter les organisations syndicales par elles-mêmes. On n'est pas là pour faire évidemment du prosélytisme à ce moment-là, mais de dire à quoi on sert, et puis aussi briser aussi les tabous vis-à-vis des managers. On n'est pas là pour casser du manager, mais bien au contraire, on est là pour les accompagner. Et les managers ne sont pas forcément au courant du droit syndical, des limites de l'engagement, des missions des représentants du personnel. Et c'est aussi important que, notamment à l'issue des élections professionnelles, dans les équipes où il y a d'anciens ou de nouveaux élus, que des réunions soient organisées entre la DRH, les nouveaux élus, les équipes et évidemment les managers, pour dire voilà, dans l'équipe, on a un mandaté, voilà son rôle, voilà le temps qu'il a à disposition,
et voilà sa mission future, et voilà comment on va s'organiser pour que ça se passe bien. Et je pense, alors au-delà de la volonté, ça c'est une disposition qu'on a mis en place l'année dernière dans l'accord, si je me souviens bien, sur la QVCT, sur Alliance Fédérale, où ce type d'organisation de réunions vont s'organiser pour les prochaines élections. Certaines ont déjà eu lieu par des initiatives personnelles, et ça aide à comprendre le travail des autres, et ça aide à comprendre à un collègue pourquoi est-ce que X ou Y va partir pendant 1 heure, va partir une demi-journée, et qu'est-ce qu'il va faire pendant cette heure. Voilà. Parfait. Merci Pascal. Ben, c'était tout l'objet du cycle qu'on a fait sur la reconnaissance des mandats. À toi, Carole. Oui, je confirme ce que dit Pascal. Nous, on l'a mis en pratique depuis quelques temps, et ça, c'est très, très, très important. On est dans un cycle où les plans de licenciement se multiplient, hein, ça va pas s'en ralentir. Il faut le prévoir peut-être dans le droit syndical, parce que le manque de moyens, c'est criant. Christine parlait de mieux répartir et de responsabiliser les nouveaux, puisque monter en puissance. Quand dans le droit syndical, il n'y a que les délégués syndicaux qui peuvent négocier et qui font toutes les réunions, et ça devient problématique, parce que après, ça laisse plus de temps pour aller sur le terrain, prendre les vraies problématiques des salariés, et ça nous amène à organiser des rendez-vous Teams avec les salariés après les heures de travail. Donc ça, c'est lourd. Ne pas négliger que dans le cadre d'un plan de licenciement, on est tiraillé entre 2 types de salariés. Ceux qui disent « on veut plus de moi, je vais partir ». Laissez-moi partir le plus vite possible, et puis ceux qui veulent pas perdre leur emploi. Et en fait, les intérêts s'opposent. Il y en a qui veulent aller très très vite, alors que le maintien des emplois et la pérennité de l'entreprise, c'est un sujet très lourd et qui peut prendre du temps dans les négociations. Et la pression des salariés qui est contraire, en matière de RPS, je veux dire que ça nous met bien dedans. Donc, on peut presque tous anticiper qu'on va avoir prochainement des PSE et des plans de licenciement. Donc, peut-être y réfléchir en amont sur comment on organise le droit syndical dans l'entreprise pour pouvoir assumer cette transformation de l'entreprise, à défaut de pouvoir s'opposer complètement au plan de licenciement. Merci à toi, Carole. Mot de conclusion, Aude. Et moi, je suis vraiment preneur. Si tu as l'exemple d'une boîte qui est mis à intégrer les élus dans les RPS et le DUERP, je suis vraiment à l'écoute du cas. Hein. Oui. Tu pourras le donner. Écoute, avec grand plaisir. Et je pourrais le donner. Okay. Je lui demanderai l'autorisation, mais je pourrais tout à fait le donner. Okay. Non, moi, je voudrais dire vraiment que j'ai apprécié ce temps, et merci Rodolphe d'avoir permis ce temps où on peut s'écouter, s'entendre mutuellement, et je trouve que c'est toujours une source d'enrichissement et qui nous aide à porter cette attention les uns envers les autres qui est si importante. Et vraiment, j'ai apprécié que on porte le projecteur sur les représentants du personnel, puisque c'est souvent, je dirais, des personnes qu'on laisse dans l'ombre. Et surtout le rôle qu'ils ont d'appui et d'aide, et souvent trop en illimité, on l'a tous dit, parfois dans les préjugés sur cette action syndicale. Et donc merci beaucoup d'avoir permis ce temps d'écoute les uns avec les autres, et qui, je crois, va permettre d'anticiper pour la suite et je l'espère de déployer la prévention davantage pour tous. Donc merci encore. Écoute, moi, c'est moi qui vous dis merci à toi, Aude, et à Anastasia et APR d'avoir porté cette rencontre. Merci beaucoup à vous dans la salle de votre participation active. Merci à vous de vos interventions, Carole, Christine, Pascal, Anastasia et bien sûr Aude. Écoute, j'ai vu que le sujet de l'intégration des RPS des élus dans le DUERP, ça parle, hein. Pascal, tu en as parlé, mais Yacine qui travaille qui dit ils vont engager la démarche. Donc, c'est quelque chose que moi, je vais suivre sur Miroir Social. Compte rendu à suivre. Et moi, je vous fais une petite promo. Là, je le mets en lien, là. Tac, tac. Mardi prochain,
prochain live de Miroir Social, tout autre sujet, c'est sur la fin du critère d'ancienneté sur les ASC. Alors ça va pas virer au débat philosophique parce que ça peut, et en tout cas ça crée du débat dans les CSE entre les élus. C'est une source de tension, peut-être tension dans le bon sens du terme, sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va sucrer, on va poser des critères d'ancienneté sur l'attribution des ASC. Et donc on porte ça mardi prochain, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je fais partir une invitation dans la foulée. Et donc merci à vous. On n'a pas épuisé le sujet comme tous les sujets, mais en tout cas on va le suivre sur Miroir Social. Et merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Et n'hésitez pas. Dernier message que je passe, et parce qu'on a un peu débordé, mais comme Carole, tu as montré l'exemple, tu as partagé à l'écrit, parce que sur Miroir Social, dans la partie participative, ton expression sur ce que tu vis et ça vaut pour vous dans le chat. Hein. C'est gratuit, ça, cette partie participative de Miroir Social. C'est une des caractéristiques du média, de pas simplement être une agence qui vend de l'information sur abonnement. C'est surtout vous permettre en première main de vous exprimer. Parce que c'est la base et donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour vous accompagner si vous avez le moindre souci pour le faire. En tout cas, c'est gratuit et je prends le temps qu'il faut pour vous mettre à l'aise pour prendre la main. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et le chat ensemble, comme on parlait, pour débriefer et voilà. Mais en tout cas, moi je pense que le direct en ligne même a quand même sa force parce que je termine là-dessus, après je vais pas plus long, mais les organisations de rencontres simplement qui se tiennent à Paris, en présentiel, c'est aussi galère, parce qu'il y a des gens qui sont en province, qui ont des choses tout aussi intéressantes, voire plus à dire, et les directs, c'est l'occasion de le porter, donc il faut jouer la complémentarité, comme tu disais, Aude, et qu'on arrive à mieux penser les complémentarités entre distanciel et présentiel. Je suis pas plus long, bonne journée, à bientôt, Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Je coupe.